Oui. Ah, oui. Mon micro à moi, il est connecté. Il est ouvert. Allô, allô. Ah si, c'est bon, ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir. C'est la journée de la Terre aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Avant de commencer cette table ronde, paysanne, agricultrice centrale de la transition agricole et alimentaire, on vous propose une petite introduction de Daniel, qui soutient Sol depuis déjà des années et sans quoi beaucoup de choses n'auraient pas été possibles, y compris aujourd'hui. Donc Daniel, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter peut-être d'abord aussi. Merci. Je vais me mettre là, c'est bien, je pense. Bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Daniel Capel-Marcovici. Je suis présidente directrice générale du groupe européen Raja, qui est un distributeur d'emballage, de fournitures de bureaux et d'équipements industriels pour les entreprises. Voilà. Donc, en ces journées mondiales de l'environnement, je suis fière, avec fierté et avec beaucoup de joie aussi, que j'introduis cette première grande conférence dédiée aux paysannes et à leur rôle dans la transition agricole et alimentaire. Je remercie vivement Clotilde Bateau et toute l'équipe de Sol pour cette invitation et vous félicite pour cet événement qui nous rassemble autour de nos enjeux communs. J'ai toujours considéré que le rôle de l'entreprise n'est pas seulement économique, mais aussi social et sociétal. C'est pour cela qu'en 2006, j'ai créé la Fondation Raja Daniel Marcovici, dont je suis présidente, et qui est placée sous l'égide de la Fondation de France. Elle a pour mission de soutenir financièrement des projets associatifs en faveur de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes, en France et dans le monde, dans 4 domaines d'intervention qui sont la défense des droits des femmes, la lutte contre les violences envers les femmes, l'éducation et l'action sociale, la formation et l'insertion professionnelle, et enfin le rôle des femmes dans la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. La Fondation participe également à la mobilisation de la société civile contre les discriminations envers les femmes et les filles, aux côtés de ces associations partenaires qui travaillent au quotidien pour plus d'égalité. En tant que dirigeante du groupe Raja, implanté dans 18 pays européens, j'ai associé dans mon combat les 3000 collaboratrices et collaborateurs de mon groupe qui s'engagent également pour faire avancer les droits des femmes à travers le programme Raja People. Le programme propose différents dispositifs comme le don sur salaire, le bénévolat de compétences et le parrainage de projets. Depuis 2006, notre détermination à agir n'a cessé de croître. Au fil des années, nous avons renforcé nos moyens humains et financiers pour soutenir des projets d'envergure et accompagner encore plus de femmes vers l'autonomie. En 15 ans, nous avons soutenu plus de 500 projets dans 55 pays. Ainsi, plus de 100 000 femmes et jeunes filles ont été accompagnées sur le chemin de l'indépendance pour la défense de leurs droits, pour l'accès à l'éducation, à une meilleure santé et à la formation professionnelle. Cette amélioration des conditions de vie des femmes, nous sommes tous convaincus que c'est toute la société qui en bénéficie. Mais face à une situation climatique de plus en plus préoccupante, la Fondation a décidé de renforcer la dimension environnementale de sa mission et d'accorder plus de place à la lutte contre les changements climatiques. En 2015, en marge de la COP21, nous avons réalisé une étude mettant en évidence que les femmes sont à la fois les premières victimes des changements climatiques et des actrices incontournables de la mise en œuvre des solutions. Depuis cette première étude, nous avons constaté au travers des projets qui nous ont été soumis et que nous avons cofinancés que les initiatives en faveur de la transition agricole et alimentaire durable et d'autonomisation des femmes se multipliaient.
Nous voyons notamment de plus en plus de projets d'agroécologie et d'agroforesterie portés par des femmes ou avec une dimension femme clairement intégrée. Afin de poursuivre cette réflexion, nous avons donc décidé de faire une seconde étude publiée en novembre 2018. La volonté de cette seconde étude a été de mettre en évidence le rôle clé des femmes dans la transition agricole et alimentaire en partant des retours d'expérience d'une sélection de projets que nous avons soutenus par la Fondation. En 2015, toujours, nous avons lancé dans le groupe Raja et au niveau européen le programme d'action Femmes et Environnement, qui soutient les associations qui renforcent le rôle des femmes dans la protection de l'environnement. Ce programme est une opération de produit partage dont les fonds collectés sont distribués à des projets associatifs pour soutenir des initiatives portées par des femmes pour une transition environnementale durable. L'association SOL a d'ailleurs été l'une des premières associations à bénéficier de ce programme d'action puisque la Fondation a soutenu dès 2015 son projet de bioécole qui visait à mettre en place des actions de sensibilisation des jeunes à l'environnement et à la lutte contre le changement climatique en Inde, en particulier des jardins potagers que nous avons visités dans les écoles du sud de l'Inde. La Fondation Raja Daniel Marcovici est fière de collaborer avec SOL. Depuis plusieurs années, nous soutenons le projet Bioferme International depuis son lancement en 2016, d'abord en Inde, où le projet est mené avec l'association de Vandana Shiva, qui effectue un travail remarquable pour défendre les droits des paysans et des paysannes et porter leurs revendications à l'échelle internationale, en particulier pour l'arrêt des produits chimiques dans les cultures. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de visiter la ferme Dania en Inde en 2017 et de visiter des villages en compagnie de Clotilde, de parler avec des villageoises et de voir le résultat de tout son travail. Et le résultat, c'est l'autonomie alimentaire pour ces femmes dans les villages. Nous soutenons également le projet Bioferme au Sénégal et depuis cette année en France. Je souhaite un très bel anniversaire à l'équipe de SOL. Célébrer l'environnement dans ce contexte singulier résonne comme un rappel. Nous devons agir rapidement et concrètement pour la préservation des ressources naturelles et les femmes ont un rôle capital à jouer dans cette mission. Ce festival a l'occasion de souligner le travail remarquable accompli par SOL. Encore félicitations, bon anniversaire, merci beaucoup. Avant de commencer à rentrer vraiment dans le sujet, on vous propose de regarder une petite vidéo qui dure 5 minutes et qui permet d'introduire déjà les actions de SOL et qui permet de vous donner une meilleure idée en fait de ce qui peut être mis en place et ensuite on en discute juste après. Donc il faut savoir que l'essentiel de la population en Inde vit en zone rurale et dépendent de l'agriculture comme principal moyen de subsistance. Et depuis près d'un siècle, à l'échelle mondiale, on a perdu environ 75% de la biodiversité cultivée et des variétés. Et en Inde également, en fait, on voit une uniformisation des variétés qui sont cultivées et ça c'est à la fois problématiques en termes économiques et qui ne sont pas forcément adaptées en fait, à la localité dans laquelle elles vont être cultivées ensuite. Et donc l'objectif du projet c'est de préserver les semences paysannes
de documenter avec les paysannes du coup leurs particularités, leur résilience aussi, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, dans les zones où on travaille, on est sur des zones particulièrement touchées par les changements climatiques actuels. Et c'est notamment important de travailler avec les femmes parce que c'est elles en fait qui sont les principales gardiennes de ce savoir-faire et qui sont responsables au sein de leur ferme de la préservation des semences paysannes. En Inde, on travaille avec une organisation locale qui s'appelle Navdanya, qui est une organisation qui a été créée en 1991 par Vandana Shiva. Vandana Shiva est reconnu internationalement pour son combat pour la protection de la biodiversité cultivée et particulièrement contre les OGM. Et donc Navdanya en Inde agit aux côtés des communautés paysannes sur la protection de la biodiversité cultivée et notamment la création de banques de semences paysannes. We have created 125 community seed banks across India. We have brought seed back as a commons. We have brought biodiversity back in our fields, as you can see behind me. And we have created seed sovereignty for farmers, food sovereignty for rural women, most importantly, sustainable economies and just economies. For us, the partnership with SOL has been a fruitful partnership. I look forward to a long-term partnership with SOL because we are addressing issues that are of high concern to the future of humanity, and particularly the rights of women. On nous demande pourquoi vous avez choisi les paysans. Pour nous, c'est simple. En fait, les paysans et les paysannes, ce sont les premiers touchés dans le monde par la faim et la pauvreté. Ce qui est incroyable, c'est particulièrement injuste puisque ce sont eux qui nous nourrissent. Pour nous, dans un contexte d'urgence climatique avérée, on a décidé d'agir sur deux thématiques principales, l'accès à une agroécologie paysanne et la protection des ressources naturelles et de la biodiversité. Et donc avec l'agroécologie, avec la préservation des semences, l'idée c'est de repartir en fait de l'autonomie paysanne, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut produire sur sa ferme, qu'est-ce qu'on peut valoriser comme ressources naturelles sans avoir de dégâts importants sur l'environnement et comment préserver les savoir-faire des communautés paysannes, comment les enrichir aussi avec l'innovation qu'on peut avoir aujourd'hui et comment les diffuser plus largement à de nombreuses femmes, à de nombreuses communautés paysannes. Avec les femmes avec lesquelles on travaille, un des changements qu'on a observé qui était assez impressionnant, c'est que de 4-5 espèces cultivées au démarrage des programmes, on arrivait avec des fermes où plus de 27 variétés étaient cultivées et ça c'était assez impressionnant à voir. Ouais. Avec les femmes, ce qui est chouette aussi dans le cadre du projet, c'est qu'au sein des groupes d'entraide qui ont été constitués, on a vu vraiment la libération progressive de la parole des femmes. Notamment, par exemple, dans un village, on a des femmes qui ont choisi de mettre en place des étals de vente collectifs. Et donc ces moments-là en fait, de partage et d'échange entre les femmes, ils sont hyper importants et assez clés pour le développement et la pérennisation de toutes les actions qu'on mène. The Raja Foundation has been part of the programs we have been carrying out and implementing with SOL. And the women who have participated in these programs have come out stronger, they have come out with a higher voice, their soils are more fertile, their fields are more flourishing, their children are more healthy. I look forward to working with you in this very critical time of human history where we watch a future of extinction. But with you and solidarity, we can create a way from the precipice of extinction to a future where women lead the way for the prosperity of all species and all humans. Alors pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour savoir qui est qui.
Je m'appelle Solène Ducréto, je serai votre animatrice pour cette table ronde. Je suis journaliste réalisatrice et j'ai cofondé il y a 2 ans une organisation, une association qui s'appelle Les Engraineuses et qui travaille sur l'écoféminisme en France. Aujourd'hui, on m'a proposé de venir animer cette table ronde parce qu'effectivement, la place des femmes paysannes dans la question de la transition agricole et alimentaire fait partie des questions écoféministes. Donc, c'est effectivement un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je suis ravie d'avoir ici aujourd'hui un super beau panel pour pouvoir parler de tout ça. Et du coup, je vais laisser nos intervenantes se présenter en quelques mots. Qui êtes-vous ? Merci beaucoup Solène. Donc moi je suis Audrey Boulot, responsable des programmes de l'association Sol Alternative Agroécologique et Solidaire qui a le plaisir de vous proposer ce festival des solutions fertiles aujourd'hui. Je suis Hélène Guetta-Bernard, je suis enseignante au ministère de l'Agriculture, membre de plusieurs réseaux, notamment d'un réseau sur féminisme et agroécologie, qui est un réseau pour l'instant informel, qui est né à la suite de plusieurs rencontres qu'on a organisées en France, au Brésil, dont je vais vous parler. Je suis actuellement à l'Institut français de Pondichéry, qui est un centre de recherche du CNRS du ministère des Affaires étrangères. Et je remercie vraiment Sol et Audrey en particulier de m'avoir invité à venir présenter les travaux d'un point de vue de la recherche. Bonjour. Ah oui. Donc moi je suis Linda Bedoué, je suis maraîchère, néo-paysanne, autrice d'ouvrages sur le sujet des néo-paysannes et de l'agriculture biologique en permaculture et créatrice d'un écolieu en Basse-Normandie. Super. Je propose du coup de commencer dans le vif du sujet. Audrey, est-ce que tu peux nous parler un peu en France et à l'international de la place qu'occupent les femmes paysannes ? Oui. Alors, avant de commencer, je voudrais juste présenter Sol en quelques mots rapidement pour celles et ceux qui nous connaissent pas encore ou peu. Donc, Sol, c'est une association de solidarité internationale qui a été créée en 1980 et qui soutient le développement de l'agroécologie paysanne via 4 axes d'action. Le premier, c'est l'appui et l'accompagnement sur le long terme d'actions qui sont co-créées, co-portées avec des organisations locales dans les pays où on intervient. Donc actuellement en France, en Inde, au Sénégal et au Pérou. Deuxièmement, c'est la mise en réseau des acteurs et des actrices de la transition du local au global. Enfin, la diffusion des idées et des expériences pour sensibiliser et essaimer, et le dialogue avec les pouvoirs publics pour faire évoluer les politiques publiques en faveur du soutien à la transition vers l'agroécologie paysanne. Donc pour répondre à ta question, Solène, et commencer à dresser un premier constat pour introduire cette table ronde, je vais vous partager un petit peu quelques données, quelques chiffres sur le sujet. Il faut savoir que s'il est souvent minoré, voire ignoré, le rôle des femmes dans l'agriculture est pourtant déterminant au niveau planétaire. Il faut savoir que dans le monde, la production agricole mondiale est en majorité assurée par des petites fermes qui sont en agriculture familiale. Dans ces petites fermes et principalement dans les pays du Sud ou des Suds, d'après la FAO, donc l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, ils estiment que les femmes sont responsables d'environ 80% de la production alimentaire. Pourquoi ? Parce que en fait, et Hélène reviendra aussi sur ces éléments tout à l'heure, je crois, les femmes assument une grande partie des activités agricoles, notamment la plupart des activités consécutives aux récoltes. C'est souvent elles aussi qui régissent l'approvisionnement en eau, essentiel à toute production, mais aussi qui assurent la gestion financière de leur ferme. Elle perpétue également, et on l'a découvert dans la petite vidéo que vous venez de voir, qui a été d'ailleurs réalisée avec le soutien produite par la fondation Raja, qu'on en profite pour remercier vraiment sincèrement, chaleureusement pour leur soutien à nos activités depuis de nombreuses années. Et donc, comme vous le découvrez dans la vidéo, c'est aussi elles qui sont en charge de la conservation des semences paysannes, qui sont encore majoritairement utilisées par les paysans dans le monde, et en ce sens elles ont un vrai rôle central dans la conservation de ce patrimoine génétique qui est la base de toute production végétale.
Pour toutes ces tâches productrices de valeur, cependant, les femmes sont peu reconnues, elles sont rarement rémunérées. Elles n'ont de plus pas un accès égal à la terre à celui des hommes. On estime que 10 à 20% d'entre elles seulement sont propriétaires de leurs terres agricoles. Elles bénéficient aussi d'un accès différencié au crédit, aux formations, aux responsabilités. Et ainsi, leur travail se fait le plus souvent dans l'ombre de celui des hommes qui s'occupent des tâches qui vont être plus valorisées sur la ferme, telles que les semis, les récoltes, la commercialisation des produits. On peut parler ainsi d'une division genrée du travail qui mène à une certaine forme d'exclusion des femmes, notamment des systèmes économiques. En France, par exemple, il faut souligner que seulement 32% des actifs permanents agricoles sont des femmes et que les agricultrices disposent d'un revenu professionnel agricole annuel moyen de 30% inférieur à celui des agriculteurs, qui est lui-même déjà en moyenne très bas. Or, on estime, toujours d'après les chiffres de la FAO, que si les femmes profitaient d'un même accès aux ressources productives que les hommes, elles pourraient augmenter leur rendement et de leur exploitation de 20 à 30%. Donc c'est tout à fait essentiel d'aborder cette question aujourd'hui et de réfléchir ensemble à toutes ces solutions qui existent, qui sont portées par différents collectifs, différentes organisations, pour justement valoriser ce rôle des femmes, le mettre en lumière et aussi pouvoir essaimer, diffuser les pratiques qui y sont associées. Parce que ce rôle, il concerne d'abord notre alimentation, qui repose en grande partie sur les femmes, mais il touche aussi à des activités connexes à l'activité agricole et qui ont un impact notamment sur la protection de l'environnement, de la biodiversité. Clotilde le disait dans la vidéo, mais c'est les femmes paysannes qui sont les premières touchées par les changements climatiques, car en fait elles sont au premier rang des difficultés d'accès à l'eau, aux ressources naturelles et à la perte de biodiversité qui impacte leur survie et celle de leur famille. Et en quoi il est important de valoriser leur savoir-faire, le savoir-faire spécifique en fait des femmes? Qu'est-ce que ça apporte? Donc, en lien avec le sujet du festival, la valorisation de ces savoir-faire, en fait, elle est vraiment essentielle dans le cadre du transition vers l'agroécologie paysanne, agricole et alimentaire. Et du coup, pour définir un petit peu de quoi on parle aujourd'hui et qu'est-ce que l'agroécologie paysanne pour les personnes qui sont peut-être aussi moins familières avec ces questions-là, je vais vous dire un petit peu comment nous on l'a définie chez Sol. Donc la transition agricole et alimentaire telle qu'on la défend chez Sol, elle passe par le développement de l'agroécologie paysanne. Cette agroécologie, pour nous, elle correspond à une refonte globale des systèmes agricoles et alimentaires qui garantissent l'accessibilité de toutes et tous à des aliments de qualité, tout en assurant l'autonomie et un revenu décent aux paysans et paysannes qui créent du lien entre zones rurales et urbanisées. Et donc en fait cette refonte globale, et on aura l'occasion de revenir plus sur les causes, les conséquences dans les différentes tables rondes cet après-midi, mais elle correspond à un véritable projet politique avec un grand P, un projet de société au bénéfice de la justice sociale et environnementale. Et en fait dans cette transition, nous on est convaincus chez Sol que les femmes, elles sont particulièrement porteuses de savoir et savoir-faire qui contribuent à la diffusion de pratiques agricoles, de production, de transformation, de commercialisation plus durables. Pour vous donner un chiffre là aussi, en France, ce sont souvent les femmes qui sont à l'initiative du passage à l'agriculture biologique dans leurs fermes. Et dans ce secteur, 60% des femmes qui sont installées après une reconversion professionnelle, ils sont d'ailleurs seuls chefs d'exploitation. Ainsi, les femmes s'orientent souvent aussi vers des labels de qualité, vers la diversification de leur activité qui est essentielle à la transition. Et elles amènent une autre façon de penser, de percevoir l'agriculture et contribuent ainsi à faire évoluer les pratiques. Donc c'est par ce rôle un peu fondamental qu'elles jouent sur tout ce dont elles ont la charge en fait au sein de leurs exploitations, qui sont directement connectées aux ressources naturelles qui sont impactées par les changements climatiques, qu'elles sont aussi les premières souvent à se rendre compte de la nécessité de faire évoluer les pratiques pour tout d'abord assurer leur survie quand on est dans des situations comme en Inde où l'agriculture est le principal moyen de subsistance, et en France aussi pour correspondre et répondre à tout un tas d'enjeux qui sont aussi de plus en plus demandés par la société aujourd'hui.
Et alors justement, chez Sol, quelles actions, quels programmes vous avez pu mettre en place pour, sur cette thématique-là pour faire bouger un peu les choses? Donc cette thématique, c'est, comme je le disais, une thématique assez centrale dans toutes nos activités qu'on essaie d'intégrer de manière transversale à tous nos programmes d'action. Et j'aimerais peut-être revenir, parce que je pourrais pas vous parler de tout, sur l'exemple du programme que vous avez vu dans la vidéo, qui est du coup un projet qui se passe en Inde, qui est mené en partenariat avec l'association Navdanya, co-créée par Vandana Shiva, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans sur le terrain. Et donc, dans le cadre de ces programmes, en fait, on met en place des actions en faveur des paysannes indiennes, qui sont elles vraiment qui s'occupent de l'activité de leur ferme pour améliorer leur souveraineté alimentaire, leur indépendance économique, tout en préservant la biodiversité de leur territoire. Donc, toutes les actions qui sont menées, elles sont organisées autour du renforcement du rôle des femmes paysannes, via l'agroécologie en partant de la semence, qui est la base de leur production. Et je voulais vous partager un petit peu quelques résultats qu'on a observés sur le terrain, notamment au bout des 3 premières années suite à la mise en place du projet. Donc au niveau social, premièrement, il y a 274 femmes de 40 villages qui ont été formées à la conservation, la multiplication des semences paysannes et qui ont été reconnues en tant que gardiennes de semences. Donc c'est un rôle qui est traditionnellement le rôle des femmes, qui est celui des femmes. Mais dans le cadre du programme, donc elles ont été formées pour compléter les pratiques qu'elles connaissaient, les étendre à différentes variétés qui sont aussi documentées, identifiées avec les femmes pour leur résilience au changement climatique. Et le fait de redonner aussi ce rôle en fait central aux femmes, ça a permis de valoriser en fait leur savoir-faire tout en respectant les traditions locales et de protéger la biodiversité cultivée sur leur territoire. Au niveau économique, suite à l'appropriation et l'adaptation des pratiques apprises lors des formations à l'agroécologie, à la conservation des semences et à la transformation alimentaire, on a 80% des paysannes du programme qui avaient observé une augmentation de leur production de 5 à 20% au bout de 3 ans. Et leur revenu de base augmenté de 25 à 30%. Ça leur a permis de renforcer leur autonomie alimentaire tout d'abord, mais aussi leur indépendance à l'égard du marché. Et enfin, au niveau politique, dans le cadre du programme, il y a des groupes d'entraide qui ont été créés avec les femmes, qui sont des groupes où les femmes se réunissent pour mettre en place des activités de microcrédit. Elles sont aussi formées aux bases de la comptabilité. Mais c'est avant tout en fait des groupes d'échange qui leur permet de se retrouver, de partager leurs expériences et au-delà de cette initiative en fait du microcrédit, de partager des échanges autour de la vie du village, des décisions qui y sont prises et de mettre en place des activités ensemble. Et la création de ces espaces en fait, il s'est avéré vraiment essentiel pour arriver à du coup transmettre aussi un grand nombre de femmes extérieures au projet qui du coup ont entendu parler de l'initiative et il y a eu vraiment un effet tache d'huile des pratiques qui ont été enseignées et qui ont été diffusées à de nombreuses femmes dans les villages du projet. Et donc tout ça a contribué aussi à renforcer le statut politique des femmes au sein de leur communauté. Voilà, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à noter dans vos têtes ou sur un papier d'ailleurs des petites questions parce qu'on a prévu un temps d'échange dédié à la fin de cette rencontre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut passer à la suite. Du coup, Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les raisons de la marginalisation des femmes dans les métiers paysans ? Oui, alors effectivement, je vais organiser ma présentation en 3 temps. Premièrement, en prenant le relais en fait de la présentation d'Audrey et en expliquant dans les différents contextes où j'ai pu travailler comment on peut expliquer cette marginalisation et de la place des femmes et leur invisibilité.
un deuxième temps où tu me redonneras peut-être la parole, je voudrais expliquer à quel point il est important de penser l'articulation entre agriculture et alimentation, et notamment autour du rôle central de la cuisine. Et un troisième point autour de comment, à partir de notamment de la cuisine, les femmes portent à la fois la cuisine est un espace de résistance et d'inventivité autour des savoirs féminins. Alors, je voudrais organiser ma présentation autour de plusieurs contextes de travail auxquels j'ai pu être confrontée, et je souhaite rendre compte de la grande diversité du statut des femmes en agriculture, parce qu'il est important de ne pas homogénéiser le groupe social des femmes. Hein. Il y a une grande diversité de situations, de la même manière que lorsqu'on parle des savoirs féminins, il ne s'agit pas de naturaliser ces savoirs, hein, mais de bien montrer que c'est les rôles sociaux construit dans chacune des sociétés qui peut expliquer à la fois cette diversité de statuts et ces compétences féminines. Alors, parmi les différents exemples, justement pour montrer cette diversité des contextes de travail des femmes, par exemple au Cameroun où on a pu travailler, les espaces de travail sont des espaces séparés entre les champs des femmes et les champs des hommes, et les femmes ont une grande responsabilité autour de l'alimentation familiale qui a été dénigrée au moment de la colonisation avec l'installation des cultures de rente. Et c'est important dans ce contexte-là de différencier aussi la question de la propriété de la terre, du droit d'usage de la terre. Et dans ce contexte camerounais, en particulier de l'Ouest, au pays bamileke, les femmes ont un rôle reconnu en tant que non seulement gardiennes des semences, mais responsables de la sécurité alimentaire familiale. Dans un autre contexte où on a pu travailler, au Sénégal, les femmes ont dû se battre pour obtenir, avec l'appui de nombreuses organisations paysannes ou d'ONG, l'ouverture de jardins pour des espaces collectifs des femmes. Un autre exemple en Inde, puisqu'il a été souvent cité l'Inde, il y a de nombreuses mobilisations des femmes et de nombreuses mouvements qui soutiennent les activités des femmes. Ce qu'on observe, c'est qu'une féminisation de l'activité agricole des femmes, mais qui est liée souvent à des situations de survie et du fait que les femmes, pour certaines d'entre elles, l'agriculture est une situation de refuge. Donc il faut aussi questionner cette question de la féminisation. Il y a des situations aussi pour les paysans sans terre où il y a des socialisations portées notamment par les mères de sortir de l'agriculture, et les ouvriers agricoles, souvent ils tentent de trouver un travail hors de l'agriculture. Il y a aussi un phénomène nouveau qu'on observe dans différentes campagnes indiennes où, y compris parmi les castes dominantes, des familles qui ont le capital foncier, les belles maisons, tout le capital économique, les jeunes filles de ces familles ne souhaitent plus se marier avec des paysans, et on a une situation de célibat des hommes qui pose problème sur la question de la capacité de reproduction des agricultures familiales et paysannes. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qu'il faut interroger lorsque on questionne la place des femmes en agriculture. Alors juste sur le premier point sur lequel tu m'as interrogé, lorsqu'on aborde ces questions d'un point de vue des études féministes, on voit bien que dans les contextes des Nord et des Sud, parce que je pense que c'est ça aussi l'intérêt d'un tel festival, c'est de montrer les articulations entre les contextes au Nord et au Sud, les travaux des féministes ont bien montré que la spécificité de la situation des femmes en agriculture tient au fait que finalement il y a s'articulent aux relations de travail sur l'exploitation agricole des relations de parenté, des relations d'alliance, et donc c'est bien cette articulation entre le fait que se confondent en fait les statuts matrimoniaux et les statuts au travail qui font que les femmes ont bien du mal à faire reconnaître leur place. Et les travaux féministes ont dénoncé les asymétries de genre et ont dénoncé aussi le fait que il y a eu une déconnexion entre activité productive et reproductive qui mettent à mal la visibilité du travail des femmes. On voit bien que dans les formes de modernisation en agriculture, au travers de la Révolution verte par exemple, mais aussi en Europe, que la modernisation de l'agriculture, articulée à ce que il a pu être appelé le capitalisme patriarcal,
mondiale a expliqué ce qu'on a appelé la domestication du travail des femmes. Le problème de cette domestication du travail des femmes, le fait que les femmes sont associées à l'espace domestique, c'est surtout lié aussi au fait qu'il y a une déconsidération de ce travail féminin parce que hors marché. Hein, donc le marché a été considéré comme le seul instrument de la valeur. Super. Et du coup, pourquoi ça te semble important en fait de réarticuler, de recréer des liens entre l'agriculture et l'alimentaire, la cuisine? Et quelle place ont les femmes là-dedans? Alors, vous savez tous qu'en 2008 en particulier, il y a une crise importante qui a, y compris au sein de la recherche, permis de reconsidérer les liens entre activités productives, agricoles et les questions d'alimentation. Et lorsqu'on tente de refaire cette articulation qui avait été détricotée, disons, par la modernisation agricole, on voit bien que les femmes jouent un rôle central, non pas parce qu'elles sont femmes, mais parce que dans de nombreuses sociétés, elles sont amenées à avoir un rôle particulier au travers de la cuisine et de l'alimentation. Alors évidemment, le combat féministe a montré à quel point d'abord cette activité est un travail comme un autre et un travail essentiel, mais en même temps, il a pu être considéré comme trop subordonnant finalement la domination des femmes. Les travaux ont été évoqués, l'écoféminisme, et aussi on utilise le concept de care, la question du soin, Audrey en a parlé aussi. Finalement, l'utilisation de ces outils conceptuels nous amène à dépasser et à retourner les stigmates en quelque sorte, et montrer que finalement, d'espace de marginalisation, de subordination même, les socialisations de genre ont maintenu les femmes du côté du soin et du soin alimentaire, et que c'est à partir de cet élément-là que justement, lorsqu'on parle des femmes comme gardiennes des semences, il y a un enjeu fondamental, parce que lorsqu'on fait des enquêtes, on voit bien que les femmes, si elles souhaitent préserver une grande diversité semencière, c'est parce que elles souhaitent préserver cette diversité au nom de plusieurs logiques, à la fois pour avoir des semences qui résistent au changement climatique, mais aussi des semences qui permettent d'assurer cette diversité alimentaire. Parce que au nom de la sécurité alimentaire, en fait, les politiques publiques ont accompagné l'augmentation de la production agricole, mais ont complètement délaissé la question de la diversité. Et je dois introduire, il me semble que c'est intéressant aussi d'introduire la question des plantes sauvages comestibles. On a mené des enquêtes au Tamil Nadu, et on voit bien que la question des plantes sauvages comestibles permet de déconstruire énormément les catégories entre espace productif et espace sauvage, parce que ces plantes sauvages comestibles se retrouvent y compris dans les espaces productifs. Et enfin vraiment, c'est en Inde, donc les collectifs de femmes portent beaucoup cette question aussi des plantes sauvages qui sont un enjeu important. Je pourrais développer s'il y a des questions. Alors justement, ça permet de faire la transition avec la dernière question qui est, selon ton expérience, est-ce que tu as pu remarquer des initiatives particulièrement créatives, résilientes qu'ont pu mettre en place les femmes et qui sont inspirantes et qu'on pourrait s'aimer un peu ailleurs ? Je pense que les différents collectifs de femmes, que ce soit en Inde où elles sont très nombreuses, que ce soit en Afrique, en Amérique latine où on peut travailler, ce qui est en jeu dans ces implications des collectifs féminins, c'est une préoccupation d'articuler ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité avec l'éthique de droit, c'est-à-dire le droit aux ressources productives, le droit au foncier, tout en faisant attention que, par exemple, la FAO, c'est vrai que depuis 2010, a insisté sur la reconnaissance de la place des femmes en agriculture, mais a aussi porté un modèle de développement agricole fondé sur la propriété privée. Or, ces collectifs féminins, bien sûr, insistent sur l'importance de la reconnaissance des droits des femmes au foncier, mais reconnaissent aussi l'importance des droits collectifs. Et donc, la politique de titrisation des terres
terre est aussi dénoncée par les femmes. Par exemple, il y a une association qui s'appelle, qui est dans le nord-est de l'Inde, en Assam, au Nagaland, et qui insiste sur le fait que la diffusion des cultures de rente, en fait, a eu comme conséquence l'appropriation privée des terres au nom des hommes. Et les femmes ont perdu énormément cet accès aux terres collectives. Donc, la diversité de ces collectifs féminins montre à quel point ce qui est au cœur de leurs préoccupations, c'est la défense une vision holiste, organiciste du rapport au territoire, du rapport aux espaces communs. Elles mettent beaucoup en avant la question des liens, la question du paysage. Et donc on a avec à la fois des chercheuses, mais aussi des mouvements, des organisations collectives, des organisations paysannes, etc. On a créé un réseau qui est pour l'instant informel, mais on a rédigé un manifeste autour de 3 propositions, notamment cette idée que finalement, lorsqu'on écoute les femmes, il y a une préoccupation autour d'une critique d'une vision réductionniste qui a été beaucoup dénoncée hier aussi, au bénéfice d'une vision plus relationnelle, holiste, où finalement la question de la biodiversité doit être appréhendée aux différentes échelles. Le deuxième point, c'est une critique d'une vision économique uniquement qui valorise le marché. Donc, prendre en compte l'articulation des espaces productifs, des espaces reproductifs, la diversité des formes d'échange. Et troisième point, sur la politisation du travail de soins et faire finalement accompagner la construction de nouveaux sujets politiques autour des jardins, autour des travaux de la cuisine, à condition que ces espaces soient aussi des espaces partagés, des responsabilités partagées, et comment finalement on peut, notamment autour du concept de care, transformer les regards et mettre en avant la question de la relation, la question de l'interdépendance, et non pas simplement la question de l'individualisation et des droits individuels, mais porter vraiment la manière dont on peut penser les collectifs à différentes échelles aussi. Super, merci beaucoup. Pour terminer, on va passer de la théorie à la pratique avec Linda. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as identifié des freins? Comment et est-ce que tu as pu y faire face? Comment ça s'est passé? Alors, moi, je suis parisienne à la base. Il y a 10 ans, je travaillais dans l'immobilier. Donc j'ai entamé une reconversion en quittant mon poste. J'ai fait des études en développement durable, un master 2, qui m'a ouvert l'esprit sur l'état du monde. Et dans les leviers, il y avait celui de l'alimentation et de l'agriculture, et c'est celui qui m'a le plus parlé. De là, je me suis intéressée à la permaculture, et j'en suis pas repartie. Donc assez rapidement, en une année à peu près, je suis devenue maraîchère en Haute-Normandie. Donc ça a été un concours de circonstances positif pour moi, qui m'a mis les mains dans la terre plus vite que prévu. Donc sans aucune formation, à part une formation au Bec et Loin en permaculture, mais qui était pas plus théorique que pratique. Donc c'était une façon de démarrer un petit peu abrupte, mais qui m'allait bien quand même avec mon caractère entreprenant. J'étais pas seule, on était 2, et donc ça a été une aventure très riche et passionnante pendant 6 ans, qui a permis l'écriture d'un livre sur comment créer sa micro-ferme en permaculture. De là, je me suis engagée pendant 2 ans pour une association qui s'appelle Ferme d'Avenir, qui faisait la promotion de la permaculture et de l'agroécologie. Et puis l'appel de la terre est revenu. Je suis devenue maman, et donc là, ça a été encore plus urgent pour moi de retrouver une terre, et je me suis installée maintenant en Basse-Normandie, entre Vire et Villedieu-les-Poêles, donc c'est la ruralité. Et il y a pourtant plein de choses qui s'y passent. C'est un très bel écosystème environnemental et social à développer, et donc l'écolieu, les jardins d'Éden, mon fils s'appelle Éden, et est né il y a 2 ans. Donc là, je suis passée du statut conjointe collaboratrice agricultrice pendant 6 ans. Je peux en parler, de la place des femmes un petit peu dans l'ombre. Le statut de conjointe collaboratrice permet de travailler gratuitement, en fait.
puisque le seul statut reconnu c'est entrepreneur agricole. Donc tant que nous on n'est pas en GAEC en couple, la femme ou l'homme, hein, ça arrive aussi que ce soit l'inverse, mais c'est quand même rarement le cas. C'est souvent plus la femme se retrouve à accompagner gratuitement le développement de la ferme, et comme ça a été mon cas, au bout de 6 ans, n'a pas de droit reconnu sur le travail pendant 6 ans. Donc pas de droit au chômage, évidemment, aucun agriculteur n'y a le droit. On a juste cotisé à la retraite. Donc il faut savoir que la retraite agricole aujourd'hui, elle tourne autour de 700 € et que j'ai cotisé 6 ans, donc pas grand-chose. Donc c'est aussi une injustice française. Il faut savoir que le terme d'agricultrice est assez récent en France, hein, comme l'émancipation, le droit de vote et d'avoir un compte en banque. C'est pas si vieux que ça. Et ensuite, voilà, on a un MeToo agricole à faire en France, évident, pour changer les mentalités, puisque aujourd'hui on a énormément de femmes qui sont dans l'ombre de l'agriculteur, mais qui travaillent, comme on le dit même dans les pays du Sud, en France c'est pareil, hein, qui sont sur les tâches administratives, la famille, l'intendance, et qui n'ont pas forcément voix au chapitre pour développer leur propre projet au sein de la ferme. Donc ça, c'est une vraie question, même en France. La fin de ta question, c'était les freins. Alors bon, moi en tant que femme, ce que j'ai vécu, c'est vrai que quand on arrive à la ferme, on demande le chef d'entreprise, enfin l'agriculteur. Donc ça pouvait pas être moi. Ça, c'est des choses que j'ai pu vivre au quotidien et c'était assez perturbant. Venant de la ville, c'est vrai qu'on a quand même moins de différences, on a plus de parité, j'ai envie de dire, dans les grandes villes, ou en tout cas c'est un sujet qui était plus mûr. En ruralité, c'est quand même encore assez traditionnaliste, et donc une femme dans le milieu agricole, ça reste encore un petit peu, on va voir ce qu'elle va faire. On fait pas confiance comme ça, quoi. Heureusement, ça a changé quand même. En 10 ans, déjà, on a le développement de tout ce qui est l'agriculture biologique qui a amené une féminité dans les champs. On a énormément de reconversions, donc c'est un autre état d'esprit aussi. Les gens qui s'installent aujourd'hui viennent souvent de professions autres, sont en transition aussi, et souvent des villes. Donc ils amènent aussi un autre état d'esprit, une autre dynamique. Et donc les choses sont en train de changer. Et c'est tant mieux, parce que je pense vraiment que la sensibilité féminine, qui est pas propre au genre féminin, mais quand même plus présent chez les femmes quand même, la sensibilité féminine dont tu parlais, de prendre soin, de voir aussi plus loin dans le temps. On a une temporalité qui peut être différente, accompagne la transition agricole positivement dans les campagnes, et ça se voit, ça se sent, donc c'est porteur d'espoir, hein. Les choses sont en train d'arriver enfin, mais il y a encore quand même un peu de travail. Et justement, on parlait tout à l'heure de diversité des pratiques, de résilience, tout ça. Toi, dans ton parcours, c'est un peu ce qui se reflète aussi, parce que tu as eu le métier de paysanne, tu as eu le métier de chef de projet, d'autrice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toute cette diversité, comment c'est né et pourquoi ? Alors, donc j'ai été agricultrice, à travailler beaucoup pour avoir peu de revenus, même pas du tout de revenus, mais c'était aussi un choix qu'on avait de réinvestir dans la ferme les bénéfices. Après, donc j'ai été heureuse salariée, donc moi j'ai connu plein de statuts différents et plein d'activités différentes, et là maintenant je suis à mon compte, et je suis ce on appelle maintenant les slasheurs, c'est-à-dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc et je peux développer plusieurs activités rémunératrices ou pas. Mais ce qui est intéressant dans mon nouveau choix de vie, c'est de me dire que je dégage du temps pour les miens, plus qu'en étant productrice pour les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose il faut trouver des solutions, quoi, parce que être agriculteur, ça doit pas être un sacerdoce. C'est un travail pour la communauté, et qui aujourd'hui n'est pas rémunéré à la juste valeur, et les gens s'épuisent ou n'ont pas le temps pour leur famille. C'est pas normal de pas pouvoir partir en vacances. C'est pas normal de pas pouvoir avoir de chômage si jamais on a un pépin, que l'entreprise s'arrête. Et c'est comme si on avait un monde parallèle en France, quoi, même en France. Et c'est des choses qu'il faut absolument changer pour qu'on ait plus de fermes qui se montent et qui durent, qui tiennent
le coup, parce que c'est sacrément challengeant. Alors on a des gens formidables, là, on a un nouvel élan de jeunes, moins jeunes, en reconversion, ou de filles agriculteurs qui se lancent dans des challenges incroyables, qui sont des paysans chercheurs, paysannes chercheuses, dans la transmission, qui font des projets collaboratifs formidables. Mais il faut absolument qu'il y ait une structure derrière qui les accompagne, parce que l'essoufflement, il arrive chez tout le monde, le burn-out, il arrive aussi chez les gens engagés positivement. Et donc, au niveau politique, il faut quand même qu'on arrive à une transition un peu mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Là, on voit qu'on a les paysans à poil, les paysans bio à poil, parce que les aides bio, ça va être de moins en moins, et ça, c'est complètement incompréhensible. Et alors justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner, des bonnes pratiques, ou voilà, quelque chose en fait pour motiver les jeunes et les moins jeunes à se lancer dans ces métiers paysans sur la transition agricole et alimentaire? Alors, le principal conseil que j'aurais à donner, c'est de s'écouter. Parce qu'on n'est pas tous obligés de devenir agriculteurs. On peut être néo-paysan, c'est-à-dire avoir une activité agricole à côté d'autres activités rémunératrices, en tout cas de trouver son équilibre financier en fonction de ses besoins qu'on peut évidemment revoir avec un mode résilient important, parce que le monde de demain ressemblera pas à notre monde de consommation d'aujourd'hui, donc revoir ses besoins, c'est la première des choses. En ruralité, ça permet quand même d'avoir une alimentation à moindre coût. On a la cueillette sauvage qui peut venir compléter, on a l'auto-alimentation, l'autonomie alimentaire qu'on peut développer, puisqu'on a plus facilement quand même des potagers possibles. Tout ça permet de créer sa propre vision en fait de bien-être au quotidien, qui est important. Le conseil, c'est de pas rester seul, surtout. Ne jamais être seul, parce que moi j'ai vu aussi beaucoup de gens se lancer dans le métier d'agriculteur et s'épuiser dans la solitude, parce que c'est quand même des 70 heures par semaine, on n'a pas de vacances, on voit pas le bout du tunnel, et on sait pas forcément comment trouver de l'aide. Donc c'est d'être en réseau, de faire participer les jeunes, les gens, et on a les woofers qui peuvent venir, on a des stagiaires, on a les écoles agricoles à côté, rester en lien sur son territoire. On a une vraie solidarité aujourd'hui des citoyens partout, en ruralité aussi, sur le bio, sur les sujets environnementaux. On a un éveil qui est quand même arrivé à un stade où on peut compter dessus. Donc c'est prometteur pour les gens qui se lancent aujourd'hui, de se dire qu'ils sont pas seuls, et surtout qu'ils arrivent à viser ce dont ils ont réellement besoin pour être bien, parce que c'est en étant bien qu'on fera un bon travail de transition globale. Ça, c'est ma conviction. Ça fait une très bonne conclusion. Je vous propose qu'on passe aux questions, tout simplement. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont des remarques, des interrogations, ont besoin d'informations particulières? Oui, je vois une main qui se lève là-bas. Est-ce que on a un micro, ou est-ce que c'est à la voix? Bon, faudra... Ah si, chouette. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravie, enchantée de tous les thèmes que vous avez développés aujourd'hui, non seulement concernant le rôle crucial et indispensable des paysans, et ici plus encore des paysannes, et surtout que vous ayez aussi développé le thème des droits et donc des discriminations qui sont encore très présentes. Est-ce que ça vous dérange si j'enlève Je m'étouffe un petit peu. En fait, moi, je voudrais vous parler d'un projet qu'on est en train de développer avec une association à laquelle j'appartiens, qui est le Comité Solidarité Paysanne Internationale de France-Amérique latine, qui est né il y a pas longtemps, il y a à peine un an, et qui a déjà développé plusieurs projets en lien avec les paysans de Colombie, le mouvement des Sans-Terre du Brésil. Et en fait, à partir de cet été, on va organiser une tournée, une caravane des droits paysans et du monde rural, qui va s'appuyer sur la déclaration qui a été votée à l'ONU en 2018 sur les droits paysans et les autres personnes travaillant en milieu rural. Et ce qu'on veut montrer, c'est que non seulement c'est une nouveauté et c'est une grande avancée, même si c'est juste une déclaration, donc c'est pas un cadre en soi contraignant,
parce que non seulement ça reconnaît tout ce groupe des paysans comme unifiés et spécifiques et qui fait face à un grand nombre de discriminations et comme vous l'avez dit qui sont les premières victimes de la pauvreté et de la faim. Et donc nous on veut aussi montrer en quoi les pays du Sud, dits du Sud et du Nord, sont complètement liés sur ces luttes. Et donc cette déclaration, en quoi c'est un aboutissement, parce qu'en fait c'est le résultat de 17 années de travail qui a été organisé avec le mouvement de la Via Campesina. Et voilà, nous on veut montrer donc durant cette tournée le contenu de cette déclaration, en quoi elle est importante et pourquoi il y a besoin de se battre parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination au niveau des femmes, de l'accès à la terre, comme vous l'avez dit en France comme ailleurs. Et cette caravane qui va durer de juillet jusqu'à octobre et qui est déjà organisée en partenariat avec la Confédération paysanne, Terre de Liens, les Amis du mouvement des Sans-Terre du Brésil, elle va s'enchaîner sur une campagne qui va durer sûrement longtemps, mais au moins aujourd'hui déjà jusqu'à 2022. Et on essaye de réunir des partenaires. Et là, je vous parle à vous parce que Sol et tous les mouvements que vous avez mentionnés sont complètement en adéquation avec cette vision-là de la défense de l'agriculture paysanne et du monde rural, très importante. Et donc, nous, notre objectif sur le long terme, même si c'est une grande ambition et qu'on est une petite organisation pour l'instant, c'est justement d'aller vers le changement des politiques publiques, des politiques agricoles et alimentaires, et de faire une forme de plaidoyer. L'idée étant que la France adopte cette déclaration et le contenu de cette déclaration en s'engageant sur les droits qu'il y a à respecter, parce que s'engager sur le respect de ces droits, c'est aller vers tout ce modèle vers lequel on souhaite tendre, donc de défense de cette agriculture-ci plutôt que l'agriculture industrielle. Et donc voilà, on serait ravis de pouvoir échanger avec vous, avec Sol, et que vous puissiez faire partie de cette campagne et de ce mouvement qui est pour l'instant juste une petite graine qu'on sème et qu'on aimerait voir grandir et aller bien haut. Merci à vous. Merci pour ce témoignage et ce partage. Je pense qu'Audrey, tu vas vouloir rebondir dessus. Oui, merci et merci beaucoup à vous pour avoir amené le sujet de la déclaration internationale dans les échanges qu'on connaît bien aussi du coup chez Sol et sur lequel on travaille en lien avec différents collectifs dont on est membre, notamment le CFSI, Comité français pour la solidarité internationale, qui se mobilise aussi depuis des années pour la reconnaissance de cette déclaration. C'est une déclaration qui est vraiment essentielle, qui aujourd'hui a été votée au niveau international, mais qui n'est pas encore contraignante. Et c'est tout l'enjeu maintenant du plaidoyer qu'on porte, toutes nos organisations, pour arriver à l'inscrire dans les textes de loi, qu'elle soit reconnue comme un texte support qui nous permettrait de dire quand on a des politiques de libre-échange qui mettent à mal l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire des populations, on puisse s'appuyer à chaque fois sur cette déclaration pour dire non, c'est pas ce qui a été décidé au niveau international. Il y a eu un engagement des États en faveur d'une transition, d'une reconnaissance de ces droits, et donc aujourd'hui il faut vraiment pousser pour que c'est une déclaration qui est encore peu connue mais qui est vraiment très importante et cruciale pour l'avenir, pour arriver à petit justement à entériner, renforcer, compléter les droits des paysans et paysannes. Et pour rebondir sur l'intervention de Linda sur la question d'installation aussi, je voulais dire que chez Sol, c'est aussi une thématique sur laquelle on travaille, la question de l'accompagnement et de la formation à l'installation, notamment pour les femmes. Et on a d'ailleurs la chance d'avoir appris aujourd'hui qu'on a un soutien complémentaire de la Fondation Raja justement pour former des paysannes dans l'année à venir à s'installer dans des modèles de fermes agroécologiques viables et vivables, avec un ensemble de partenaires avec qui on travaille sur le terrain, notamment la FADEAR, les ADR dans différents territoires et notamment en région Occitanie. Et cette question de l'installation, on aura l'occasion, je pense, de revenir dessus dans l'après-midi, mais elle est vraiment clé
quand on sait qu'aujourd'hui, dans 10 ans, plus de 50% des agriculteurs et agricultrices vont partir à la retraite. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour arriver à former de nombreux jeunes, tous ces jeunes dont tu parlais, Linda, aussi, qui viennent souvent des villes qu'on appelle les non-issus du milieu agricole et qui ont besoin d'être accompagnés, d'être formés pour pouvoir passer du rêve à l'idée, de comprendre ce que c'est que le métier d'agriculteur, d'agricultrice, de se former à des pratiques qui sont nouvelles, à un milieu qui est nouveau pour eux et elles. Et du coup, c'est vraiment clé, je pense, cette question là, d'accompagnement à l'installation, à la formation et de aussi l'adapter, la différencier en fonction des publics et d'appuyer particulièrement les femmes dans ce travail-là. Merci. Super. Oui, pas de souci. Je pense que sur ces questions de la place des femmes en agriculture, et nos interventions l'ont bien montré, me semble, c'est qu'il faut vraiment travailler à différentes échelles. Parce que, par exemple, tu l'as évoqué un peu, une enquête a montré qu'en France, que même dans l'installation, notamment en maraîchage, dans des couples qui s'installent, souvent c'est la femme qui, voilà, le choix est fait comme ça, décidé... on sait pas trop, enfin bon, on sait comment, mais que c'est finalement le conjoint qui a le statut. Et alors que voilà, les femmes se sont battues en agriculture pour avoir une reconnaissance de leur place, et même lorsque les droits ont quand même évolué, ces droits par les jeunes générations ne sont pas forcément revendiqués ou utilisés en tous les cas. Donc il faut bien travailler sur la question de la socialisation autour des normes de genre, et parce que voilà, on voit que les droits peuvent exister mais ne sont pas forcément pleinement utilisés. Et donc je pense que c'est à ces différentes échelles, à l'échelle des individus, à l'échelle des familles, à l'échelle des États, parce que par exemple, pour reprendre le cas indien, il y a une multitude d'organismes qui accompagnent l'agroécologie, mais la réalité c'est que ça reste très minoritaire, que la majorité des agriculteurs familiaux et de la paysannerie en Inde travaillent sans accompagnement spécifique, et donc la conversion à l'agroécologie est très difficile, parce que si les politiques publiques n'accompagnent pas, si les prix sont à ce point fluctuants, il est très difficile pour les petits paysans de se lancer. Et puis, comme l'a dit Audrey, évidemment aussi toutes les relations internationales doivent être un contexte évidemment aussi à prendre en compte. Effectivement, sur la question des droits pour les agricultrices en France aussi, il faut savoir que la maternité est un gros sujet, l'accès à la maternité pour les agricultrices, qui ont quand même quelques droits, mais en fait elles en ont tellement peu au-delà de ça qu'elles ne sont pas au courant qu'elles ont des droits pour cet accès à la maternité, notamment sur le congé maternité. Elles ont quelques jours de congé maternité, et 60% des agricultrices en France ne prennent pas ce congé maternité, tout simplement parce qu'elles ne sont pas au courant qu'elles ont accès à des aides, à des remplacements, voilà. Donc effectivement, il y a encore tout un travail là-dessus, notamment sur la sensibilisation et sur la mise en place de choses complémentaires pour faire évoluer un petit peu les choses aussi là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, ici. Yes. Je me lève. Ok. Alors j'ai noté un peu pour essayer de pas trop bafouiller. Pour Linda, j'ai pas bien compris si vous êtes encore dans la permaculture actuellement ou si c'est non, c'est encore le cas. Allô? Oui. Non, ah si, c'est bon. Toute ma vie, je serai dans la permaculture. Non, là par contre, je ne suis plus en statut agricultrice. Voilà, c'est la seule chose qui a changé, mais je développe l'autonomie. C'est un écolieu, on a de l'élevage, de l'agroforesterie, un jardin-forêt, on plante des haies, on est entouré de nature. Ok. Et du coup, j'ai une question en deux questions en fait. Déjà, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce mode d'agriculture qui est assez particulier par rapport à tous les autres types d'agriculture qu'on peut connaître? Et dans un deuxième temps,
Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la ferme du Bec et Loin et l'activité que vous avez décrite avec vos activités complémentaires d'autrice et le Bec et Loin, ils font pas mal de formations, de conférences, etc., qui sont des activités complémentaires rémunératrices et largement plus, si je dis pas de bêtises encore une fois, par rapport à l'activité agricole. Moi, ça me pose la question de la pérennisation d'un tel mode d'agriculture. Je voudrais savoir si vous avez éventuellement des choses à dire là-dessus, peut-être des propositions, et donc voilà, comment est-ce que c'est possible d'en vivre sans reposer sur des activités annexes et éventuellement sans mobiliser également en ayant éventuellement des salariés, donc avec un vrai salaire plutôt que de reposer sur des woofers ou des stagiaires qui travaillent pour peu ou rien. Voilà. Oui, alors beaucoup de choses là. La première chose, la permaculture n'est pas un mode de culture à proprement dit. La permaculture, c'est une nouvelle paire de lunettes pour créer une société durable demain. Donc ça touche, il y a un pétale qui est sur l'alimentation et l'agriculture, mais on parlera plutôt d'agroécologie en termes de type de modèle agricole. Donc ça c'était pour la première question. La permaculture aujourd'hui elle infuse énormément dans les installations. Beaucoup se revendiquent de la permaculture, mais ça n'est pas un label et c'est un état d'esprit et c'est être dans la résilience et dans l'écosystème humain notamment. Hein, c'est très important d'avoir une autre relation, un autre lien sur le territoire. Sur l'autre question du modèle agricole Bec et Loin, pour moi, c'est pas un modèle, c'est une exception qui nous a tous énormément servi. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les réseaux. J'ai été formée un petit bout là-bas. Ça a été une impulsion, une inspiration extraordinaire d'avoir pu mettre les pieds dans ce jardin formidable. En effet, c'était un modèle particulier parce que c'est pas une ferme qui fonctionnait que sur la vente des légumes. Et heureusement, elle a pu former énormément de gens. Maintenant, on ne pourra pas tous faire des Bec et Loin, et j'ai envie de dire heureusement, ça repart de l'idée de départ que j'ai de me dire que ce qui est important, c'est que les gens aillent vers leurs inspirations personnelles et que leur ferme leur ressemble et que les activités qui soient créées soient en fonction de leurs compétences et de leurs appétences. Et donc, c'est pas ça forcément qui va déterminer la transition agricole et la discussion sur les agriculteurs qui sont en train de disparaître est une question cruciale. Et donc, on va avoir besoin de gens qui produisent pour les autres. Maintenant, si en parallèle, on a des gens qui produisent déjà pour eux et un peu pour leurs voisins et qui échangent et qui apprennent à se connecter au vivant, auront forcément une autre approche aussi quand ils vont acheter 1 kilo de tomates à leur producteur local. Ils sauront très bien le travail qu'il y a derrière, ils vont pas râler pour le prix. Et donc, ça permet aussi de tous avancer vers cette transition globale. Mais c'est deux sujets différents en fait. Il y a la réflexion sur comment on va produire notre alimentation demain sans pesticides et en préservant la biodiversité et la diversité des semences. Et de l'autre, tous ces gens qui souhaitent retourner vers le vivant, dans la ruralité, qui attend que ça, de voir des gens arriver, faire des enfants, redonner vie au village et occuper ces terres et ces maisons qui sont soit vacantes, soit mal utilisées. Pour la plupart, enfin en tout cas c'est souvent le cas. Là, on a des potentiels de changement de vie intéressants pour beaucoup de gens. Et donc je me permets de placer un petit quart d'heure de pub. Le dernier livre que j'ai écrit, qui est donc sur ce thème-là, de la transition de la ville à la campagne, comment on crée sa micro-ferme familiale pour son autonomie alimentaire, mais qui peut ensuite découler sur d'autres activités petites activités rémunératrices comme de l'écotourisme, de la transmission de savoir, du coworking. Il y a aussi beaucoup de demandes de gens qui sont en télétravail suite Covid. On a vu que le télétravail, ça pouvait fonctionner. Et du coup, qui cherchent du coworking rural pour se retrouver quelques fois par semaine. Donc tout ça, ça peut être des activités qu'on peut développer, les tiers-lieux. On a énormément d'immeubles, de structures qui peuvent accueillir des gens et qui sont inhabités aujourd'hui en ruralité. Ça, c'est des challenges pour demain, pour des anciens citadins qui voudraient se lancer. On a plein de choses à faire. Oui, allez-y, pas de souci. Je crois que sur ce thème de la place des femmes en agriculture, et lorsque j'insistais aussi sur la place de la cuisine comme un espace politique, dans mon esprit, c'est pas enfermer évidemment les femmes dans cet espace-là, pas du tout, puisque le combat féministe a au contraire été de démontrer que l'espace domestique est aussi traversé par des rapports de pouvoir.
Et de la même manière, je pense que dans la discussion, c'est fondamental de montrer qu'il y a une diversité de propositions. C'est-à-dire que il ne s'agit pas non plus d'enfermer les femmes, et c'est pas du tout ta proposition, hein, mais il ne s'agit pas d'enfermer les femmes parce que on a longtemps dit que les femmes sont du côté du petit élevage, de la petite agriculture, etc. Mais le constat que je fais, par exemple, en Inde, notamment autour de Pondichéry, c'est que il y a aussi des femmes qui revendiquent d'être le statut d'entrepreneuse rurale et qui ne se positionnent pas uniquement à l'échelle de la micro-ferme, de la petite activité qui est en agriculture en France, qu'elle soit d'ailleurs dans une diversité de types d'agriculture, c'est aussi ça qu'elles ont gagné, quoi. C'est aussi leur place en tant que chef d'exploitation et pas forcément uniquement à une échelle de la subsistance, même si on sait que notamment les jeunes générations revendiquent ça, et c'est tout à fait assez paradoxal au moment où les politiques publiques dans les pays du Sud ont accompagné la sortie de l'autosubsistance des paysanneries, et avec les conséquences que l'on connaît. Il y a dans les pays du Nord une revendication très forte à l'autosubsistance. Voilà, je crois qu'il faut aussi rappeler à quel point il y a une grande diversité de situations et que les femmes sont aussi présentes dans un entrepreneuriat féminin. Voilà, pas ramener tout à la micro-échelle. Vas-y. Merci. Oui, pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, je suis d'accord avec vos deux interventions. Pour compléter avec ce que disait Hélène sur la diversité des situations, je crois qu'il faut aussi souligner aujourd'hui la diversité des modèles qui existent et qui sont nécessaires en fait dans cette transition. Linda, tu nous parles très bien de ce modèle des micro-fermes qui est un vrai mouvement aujourd'hui en France et qui est souvent amené par les néo-paysans justement qui viennent des villes et qui est très important parce que il requestionnent ces questions d'autonomie alimentaire, de diversité des activités sur la ferme. Mais c'est un des mouvements, ils sont pluriels aujourd'hui, les mouvements de reconquête de la souveraineté alimentaire en France, et ils sont présents aussi bien dans les grandes cultures, dans l'élevage, dans tout un type de production qui nous nourrissent aujourd'hui et qui sont nécessaires à l'avenir pour continuer de le faire. Et cette diversité justement des modèles, nous on pense qu'elle est clé, qu'on a la chance d'avoir sur le territoire français des fermes comme le Bec et Loing qui sont des formidables laboratoires d'innovation, de transmission de ces savoir-faire. Et en parallèle, on a des centaines et des centaines de fermes qui sont peu connues, mais qui innovent tout autant en fait dans leur territoire en s'adaptant aux spécificités de chaque territoire, aux volontés de projet de chaque agriculteur et agricultrice. Et c'est par cette diversité-là en fait qu'il faut passer, qu'il faut encourager, parce que voilà, il y a pas de modèle unique. Tu le disais aussi, c'est vraiment important de souligner cette diversité des situations, mais aussi de cette diversité des solutions qui sont nécessaires pour répondre aux enjeux de notre temps. On arrive vers la fin. J'ai une toute dernière question, juste en quelques mots. Si pour les personnes qui sont dans la salle ici, ou moi d'ailleurs, pareil, est-ce que vous auriez un conseil, enfin une action en fait, si on a envie d'agir sur cette transition agricole et alimentaire en incluant cette dimension des femmes, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle à nous si on n'est pas paysanne? Challenge. Je crois que clairement, que ce soit au nord ou au sud, si d'ailleurs cette classification nord-sud a une validité, ce qui est fondamental, c'est les alliances entre les consommateurs, les urbains et le monde paysan. Que ce soit en France, que ce soit en Inde, voilà, il y a d'une part parce que les paysans y produisent pour eux et aussi pour vendre. Donc les marchés, quels sont-ils? S'il y a une demande de la part des urbains pour une diversité de production, c'est vraiment important. Par exemple, il
enfin, en Inde, il y a tout un débat sur le retour des céréales locales, hein, les millets au détriment du riz, puisque le riz a été imposé par la Révolution verte, comme cela a été en Afrique. Et il y a vraiment un combat pour revaloriser la diversité des millets. Et ça passe vraiment beaucoup par les choix des consommateurs aussi. C'est ça, les choix des consommateurs, et puis s'investir et accompagner les associations qui font un travail remarquable partout. Il y a forcément une association proche de vous à soutenir. Ça, c'est aussi à rappeler. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir Sol? Bien des choses, bien des choses. Suivre nos actions si celles-ci vous intéressent. Voilà. On peut simplement déjà s'abonner à notre newsletter, suivre un petit peu nos activités, participer à nos événements et ensuite, dans la possibilité de vos moyens, évidemment, soutenir financièrement notre association, parce que tous ces projets-là, c'est aussi des ressources qui sont pas évidentes à mobiliser, et tout soutien est évidemment toujours le bienvenu. Et enfin, nous accompagner aussi dans nos campagnes de plaidoyer qu'on porte, et on y reviendra dans la deuxième table ronde cet après-midi, pour faire évoluer les politiques publiques, pour soutenir justement cette transition, parce que on a aujourd'hui un tas de diversité d'initiatives qui se mettent en place sur les territoires, mais on a besoin que là-haut ça se bouge, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc toutes ces campagnes de plaidoyer qui sont menées par notre association, nos réseaux, les collectifs dont on est membre, c'est essentiel qu'elles aient aussi le soutien du plus grand nombre pour arriver à enfin se faire entendre. Super. Et pour terminer, on vous a chacune préparé un petit objet, quelque chose, une source d'inspiration pour ouvrir sur de nouvelles thématiques, sur de nouveaux échanges. Audrey, Linda, est-ce que tu veux commencer? Quel objet as-tu ramené? Je peux le faire. Moi, je l'ai autour du cou, c'est l'arbre de vie. On n'en a pas forcément parlé là, mais ça nous accompagne forcément quand on parle d'agroécologie, l'agroforesterie notamment. C'est le fait d'intégrer l'arbre dans la culture. Pour moi et pour beaucoup d'autres, l'arbre fait partie de la solution. À différents niveaux. C'est un formidable compagnon, il nous inspire au quotidien et on doit en prendre soin, ceux qui sont déjà là, mais aussi planter énormément d'arbres pour demain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu une déforestation extrêmement accélérée ces derniers temps et très inquiétante. Donc on doit redoubler d'efforts pour planter encore plus. Il y a des associations qui peuvent vous accompagner, ou tout simplement aller planter chez votre voisin s'il a un petit peu de terrain encore. Toute action, tout gland planté, tout arbre replanté, et déjà ça de gagner. Donc voilà, je voulais parler de notre compagnon un petit peu avant de terminer. Merci. Hélène? Alors moi j'ai amené ce foulard qui a été teint par une jeune femme de 25 ans à peu près, qui habite près de Pondichéry. Je trouvais que c'était assez symbolique parce que c'est une jeune femme qui a fait des études, qui est issue d'une famille paysanne, de propriétaires fonciers, qui a fait ses études en ville, mais qui est revenue à la campagne et qui est pleine d'inventions, d'innovations, à la fois de remobilisation de savoir-faire anciens, mais qui invente aussi sa propre manière de vouloir créer du lien avec ses origines rurales et aussi des liens entre les femmes de castes différentes dans son village. Voilà, je trouvais que c'était un symbole intéressant. Merci. Est-ce que tu as quelque chose? Oui, top. Si tu permets, Solène, je vais même présenter deux choses. Si il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous présenter rapidement 2 livres qui me sont particulièrement chers. Le premier, c'est la bande dessinée Toutes paysans, tous paysans, que vous pouvez découvrir sur toute la journée du festival. C'est une bande dessinée qu'on a réalisée avec Sol l'année dernière. Ça a été un long travail collectif de toute l'équipe, appuyé par une dessinatrice, Claire Aubert, qui travaille aussi sur tous ces enjeux-là. Et notamment, on a exposé dans le village des solidarités, que vous pourrez découvrir à la sortie de la conférence aussi, la partie française et indienne. Et vous retrouverez dans la partie indienne toutes les thématiques aussi dont on a parlé aujourd'hui.
Et le deuxième, en lien avec ces sujets-là, c'est un livre qui s'appelle Après la pluie, qui a été dirigé par les engraineuses dans Solène, qui est un livre auquel on a eu la chance de participer avec Clotilde Bateau, donc déléguée générale de Sol, qui vous parlera tout à l'heure, pour témoigner de ce qu'on fait chez Sol autour de cette thématique-là. Et ça a été une expérience particulièrement intéressante parce que dans ce livre, en fait, vous pouvez retrouver un témoignage de femmes très très variées autour de thématiques diverses et qui m'ont donné déjà plein d'inspiration et d'idées aussi, voilà, pour continuer à mener ces différents combats. Donc merci aussi pour ce beau livre. Merci à toi. J'ai ramené une dernière chose aussi pour une petite action sur qu'est-ce qu'on peut faire en terrain urbain. Juste avant d'arriver ici, j'étais en atelier avec une association qui s'appelle Du pain et des roses. C'est une association qui aide. C'est une association qui a mis en place un processus de réinsertion des femmes au travers du métier de fleuriste responsable. Donc les femmes sont formées au métier de fleuriste et ensuite elles ont un partenariat avec plein d'autres organisations, notamment la mairie de Paris qui a mis à disposition un kiosque, un ancien kiosque à journaux qu'elles ont transformé en kiosque à fleurs et avec lequel elles peuvent exercer leurs activités. Et donc ce matin elles ont eu l'amabilité de me faire un super joli petit bouquet parce qu'effectivement les fleurs sont bien sûr responsables, locales, elles sont en économie circulaire. Il n'y a pas de déchets de fleurs, donc voilà. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à aller regarder leurs actions. Je sais aussi que Linda a une petite séance de dédicace, juste après de son livre. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est au Village Solidaire. À la librairie, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis pour conclure cette table ronde, j'aime bien citer un petit proverbe écoféministe qui résume très bien nos discussions et qui dit: ils ont essayé de nous enterrer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous étions des graines. Voilà, donc nous allons toutes sortir de terre et faire de jolies plantes. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, nous restons dans les parages si vous avez envie de continuer les débats. Et bonne continuation. On se retrouve dans 10 minutes pour la prochaine table ronde.